Olivier Chambon est psychiatre, conférencier, auteur de plusieurs ouvrages et depuis quelques années très engagé avec la cause politique, sociale, écologique. La conférence de cette année s'intitule « L'escroquerie de la croissance verte ». Alors que nous vivons dans un système basé sur la croissance exponentielle et que ce système arrive à sa fin, on nous propose la croissance verte comme une manière de donner vie à ce système mourant. Olivier nous démontre avec truculence que c'est une très mauvaise idée et nous donne des alternatives possibles, respectueuses de l'environnement, que ce soit de la planète et de l'être humain. Aujourd'hui, je vais en profiter pour, avec d'autres, surfer sur la vague importante, le vrai tsunami, pour la conscience, qui est qu'on est en grave péril, quoi, l'humanité. En péril notamment écologique. Hein. C'est celui qui est le plus proche de nous, et c'est celui pour lequel il faut intervenir, parce que la Terre en elle-même, elle ne sait pas trop se défendre. Elle est en train de se défendre par des typhons, des ouragans, des sécheresses, des inondations, mais disons qu'on a besoin qu'elle survive pour que nous aussi on puisse survivre. Et ce tsunami, ce raz-de-marée de prise de conscience à propos du danger vraiment dans lequel on est, ça a été beaucoup accentué par la démission de notre ministre de l'écologie, enfin notre ex-ministre Nicolas Hulot, qui a peut-être d'ailleurs fait l'acte le plus utile et le plus fondateur de tout son ministère, donc en démissionnant en août 2018, et en disant clairement, mais bon, les médias l'ont très peu repris ça, en disant clairement, le capitalisme, le néolibéralisme n'est absolument pas compatible avec l'écologie. C'est même l'inverse de l'écologie. C'est-à-dire que le capitalisme est vraiment basé sur le profit à tout prix et à court terme, et sans prendre en compte le contexte global, l'environnement, la souffrance humaine. Et donc c'est un système qui est dangereux, vraiment dangereux pour le monde. Et Nicolas Hulot l'a dit assez directement, mais les médias ont un peu esquivé. Après, ils ont surtout relevé chez Nicolas Hulot que bon, voilà, c'est vrai que le productivisme doit être modifié, la croissance à tout prix doit être modifiée, faut changer le logiciel, comme disaient les médias. Tout ça, c'est des termes que j'ai entendus, mais aucune n'a eu le courage de reprendre ce que disait Nicolas Hulot en disant qu'il faut changer carrément le système de pensée économique et le système de pensée politique. Parce qu'une économie qui ne se donne comme objectif que la croissance, l'augmentation du PIB, payer la dette, hein, c'est ce qu'on nous serine aux oreilles toute la journée et qui justifie ensuite tous les plans d'austérité, les coupes sombres dans les budgets de l'État, la privatisation de plein de choses, enfin bref. Tout ça, c'est hautement discutable comme objectif. C'est pas moral, c'est pas éthique, et c'est pas du tout humainement intéressant, et c'est pas du tout ça qui va créer ou amener le bien-être chez les gens, et la qualité de vie, et la qualité des relations, et la satisfaction d'être un travailleur ou un citoyen de tel ou tel pays ou du monde, tout simplement. Parce que si on voit la croissance, déjà on s'aperçoit qu'elle est plus possible. Il y a eu le fameux pic pétrolier qui fait que les réserves de pétrole et la production de pétrole ne peut plus atteindre un sommet et va descendre ou stagner puis descendre. Et que donc on ne pourra plus se permettre qu'on s'est permis ces 40 dernières années. Que même si la croissance reprenait, il faudrait consommer donc plus de pétrole et d'énergie fossile. Et donc le prix du pétrole augmenterait à ce moment-là et donc la croissance diminuerait. On sait qu'on doit diminuer de 10% la consommation d'énergie fossile chaque année si on va atteindre l'objectif des maximum de 2 degrés de réchauffement climatique. Donc ça veut dire que de toute façon, si on ne veut pas aller à la catastrophe, parce que plus de 2 degrés, jusqu'à 6 degrés, même plus, il y a des exponentielles qui sont en train de se faire en ce moment, de danger, quoi. Si on ne veut pas faire plus de 2 degrés, il faut de toute façon arrêter la croissance. Donc quand les hommes politiques nous parlent de la croissance, et qu'ils en parlent avec tel pourcentage de PIB en plus, tel tant de points de croissance, ils se moquent de nous parce que prôner la croissance actuellement, c'est comme dire et faire que les entreprises aient libre champ à toutes leurs activités sans plus aucune barrière,
On voit comme elles sont favorisées et comme les externalités négatives, c'est-à-dire les dangers pour l'environnement ou même les hommes qui y travaillent, sont peu pris en compte, parce que c'est le sacro-saint graal, la croissance. C'est un peu comme une voiture qui foncerait droit dans le mur et on dirait il faut doper le moteur, il faut enlever les freins pour que ça aille le plus vite possible dans le mur. Ah oui, mais pendant ce temps, tant que la voiture ne sera pas vraiment dans le mur, il y en a qui profiteront de son accélération, etc. Parce qu'on dit la croissance, mais la croissance de quoi? Et la croissance pour qui? Parce qu'en général, la croissance, elle ne se fait pas pour les pauvres, hein. C'est toujours les mêmes qui aspirent les produits de la croissance et le font monter au sommet. Et la fameuse politique soi-disant de redistribution où quand les riches auront enfin gagné assez tellement plus en pouvoir qu'ils vont suinter de l'argent, ils vont transpirer de l'argent, il va dégringoler de l'argent, quand it's raining men, presque plus de crapauds, plus d'argent, eh ben ça marche pas. En fait, c'est un aspirateur qui laisse bien haut les fruits de la croissance et c'est toujours les pauvres, on va dire ceux qui ne participent pas directement à l'aspiration des fruits de la croissance, qui en font les frais, et c'est toujours les mêmes qui s'enrichissent. Donc c'est une croissance. La croissance, on en a eu pas mal. De l'argent, il y en a beaucoup. Les multimilliardaires n'ont jamais été aussi riches en France. Il n'y en a jamais eu autant, et de multimillionnaires aussi. Donc il n'y a pas de souci avec l'argent, mais le problème c'est c'est là où il est qui cause le problème. Donc on pourrait déjà redistribuer maintenant ce qui était le fruit de la croissance. Il y a besoin d'une croissance supplémentaire. De toute façon, penser en termes de croissance, c'est penser en termes de mort. Je pense en termes de mort, parce que c'est comme le cancer. Les cellules cancéreuses, pas de problème pour elles. Ça va bien, elles sont en croissance. Elles sont même en croissance illimitée. Elles ne font même pas attention au mal qu'elles font aux autres cellules du corps ou aux autres organes. Mais on ne peut plus penser comme ça. Hein, tout le monde dit on est dans un monde limité, comment la croissance pourrait être illimitée? C'est-à-dire que vraiment, les gens qui vous disent oh non, mais ça c'est des propos de bobos gauchistes, c'est l'efficacité économique qui compte, on est dans une compétition, une concurrence. C'est eux qui sont utopistes et réalistes. C'est pas possible, on ne peut pas aller vers plus de croissance. Donc ça veut dire qu'il va falloir imaginer d'autres modèles. Alors il y a cette fameuse histoire de la croissance qu'on nous met toujours en tête, il y a le PIB, le produit intérieur brut. Le problème c'est que le PIB, il est composé de tout ce qui se passe, ça peut être du négatif comme du positif. Le PIB par exemple, si tu augmentes le nombre d'activités criminelles, le nombre de surveillants dans les prisons, il augmente. Il y a plus d'actes qui sont faits. Tu augmentes le nombre de maladies et d'accidents, ça augmente le PIB. Il y a plus d'interventions humaines, médicales, etc., d'actes de chirurgie et tout. Le PIB, ça ne veut rien dire en fait. C'est un indicateur en plus, maintenant on le sait dans les pays occidentaux riches, qui est découplé du bien-être. Ce qui crée le bien-être, c'est pas plus de PIB. Parce que qui dit plus de PIB, dit plus de croissance. Donc tous les inconvénients, je t'ai cités déjà. Hein. Le problème sur le PIB, c'est, Wilkinson l'a montré, c'est la perception de l'égalité entre les gens. Si les gens, dans une société, perçoivent qu'il y a un beau taux d'égalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des très riches et des très pauvres, tout le monde participe un peu au travail de la société, eh ben, il y a une confiance, il y a plus de santé chez les gens, il y a moins de maladies, etc. Et les gens sont plus prêts à coopérer. Il y a moins de gens qui tirent la couverture eux-mêmes, des resquilleurs, des psychopathes qui embolisent la coopération des autres. Non, non, une société qui marche bien, c'est pas une société où il y a plus de PIB. C'est une société où il y a plus d'égalité. Or, l'histoire du capitalisme, c'est de créer des inégalités de plus en plus profondes. Si on laissait faire, s'il n'y a pas des contre-pouvoirs qui essayent de s'instaurer, à l'époque il y avait les syndicats, mais maintenant le pouvoir des syndicats est beaucoup diminué, donc ça va être aux citoyens de se mobiliser pour créer un contre-pouvoir au monde de la finance. Parce qu'en fait, il y a trois grands pouvoirs. Un peu comme avant la Révolution française, il y avait le tiers-état, le clergé et la noblesse. Là, on a une sorte de tripôle. Il y a le monde politique, il y a le monde de la finance et puis il y a le monde des citoyens. Et vraiment, le monde politique est phagocyté par le monde de la finance. Et d'ailleurs, eux-mêmes favorisent ça. Et on dirait que les hommes politiques ont aimé donner ces 30 dernières années plein de pouvoir à la finance, plein de dérégulation, plein de comportements hors la loi, que eux se plaignent de ne pas pouvoir contrôler, soi-disant, mais en fait c'est eux qui les ont institués. Et ils pourraient par d'autres lois les remettre enfin, ces banquiers et ces financiers, au service de la société. Et non pas se servir de la société pour se nourrir. Se mettre au service de la société, ben, ce serait, il y a plein de choses simples à faire. Hein. Déjà, effectivement, réguler tout le monde de la finance, créer plus de mangue éthique et sociale, faire que la banque centrale de chaque pays puisse enfin
créer l'argent, et puis les banques privées depuis 1973 en France, mais que ce soit la Banque centrale française qui puisse créer l'argent et le prêter à l'État à taux zéro pour que l'État arrête de s'endetter, parce que quand l'État s'endette, en fait, il n'arrive même plus à payer les intérêts de la dette. Et qui est-ce qui les touche, les intérêts de la dette, et qui est-ce qui a intérêt à ce que l'État s'endette? C'est les banquiers privés qui ont prêté. Donc tout le système est fait pour que ça dure. Donc quand on nous dit il faut qu'il y ait plus de croissance, accroître le PIB et moins de dette, on est en train de dire bon, il faut que ça continue comme ça, puisque c'est le capitalisme qui crée ces problèmes cycliques de manque de croissance, de dette, qui crée aussi le chômage, puis qui ensuite amène des politiques qui disent, en se réclamant du capitalisme et du néolibéralisme, on va diminuer le chômage, on va diminuer la dette. Mais attendez, vous venez d'un système, vous prenez un système qui crée ces phénomènes, et vous pensez que ce système qui crée les phénomènes, il peut aussi créer la solution? Non. C'est pour ça que quand on parle de capitalisme vert, c'est ce qu'on appelle un oxymore, c'est-à-dire une obscure clarté, c'est-à-dire l'opposition de deux termes. Non, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais dans le capitalisme vert, le terme qui pose problème, c'est pas vert, c'est le terme capitaliste. Parce que c'est vraiment ça, se moquer des gens et leur faire croire qu'il y a une solution. On peut aménager le capitalisme, on peut l'améliorer. Jean Ziegler dit non, on ne peut pas améliorer un système de soumission, d'oppression. On peut juste proposer son arrêt. Je veux dire, l'esclavagisme, le colonialisme, le sexisme, on ne peut pas dire on va aménager l'esclavagisme en France, on va aménager... Non, on cherche à le faire disparaître. Parce qu'il ne peut pas être amélioré. En lui-même, il ne cherche pas à l'être. Jean Ziegler parle d'ordre cannibale du monde, pour parler du capitalisme. C'est-à-dire c'est vraiment un rouleau compresseur qui est très dangereux. Et tous les gens qui ont participé au capitalisme, peut-être un jour, ils seront traînés devant un tribunal économique international, comme il y a un tribunal des crimes contre l'humanité à La Haye, pour écocide, c'est-à-dire destruction des écosystèmes, zoocide, destruction des nombreuses espèces d'animaux, et infanticide, c'est-à-dire il y a un enfant toutes les 10 secondes, ou non, c'est un enfant de moins de 10 ans toutes les 5 secondes qui meurt de faim dans le monde, alors que normalement on a de quoi nourrir au moins 7 milliards d'êtres humains avec les réserves qu'on aurait, mais du fait de l'expropriation des paysans locaux, de rachat des terres par des multinationales pour l'exportation dans les pays riches, donc les gens ils n'ont plus de terre, ils ne produisent plus pour eux, ils meurent de faim, ou bien les spéculations sur les denrées alimentaires qui sont permises par certaines banques et qui n'ont pas été régulées, qui fait qu'on va laisser dans des silos des céréales, on va attendre que le prix monte pour pouvoir les vendre, pendant ce temps les locaux ils n'ont rien à manger. Enfin c'est une honte complète, c'est un crime contre l'humanité, un crime contre la terre, contre les systèmes biologiques, qui est sous nos yeux là. Alors c'est pour ça, oui, il est grand temps de prendre conscience. Moi, en tant que psy, on va me dire, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui non, il n'est pas écologiste, ça il se réveille enfin. Oui, d'accord. Mais moi, ce que je peux dire, même en tant que psy, je peux dire que dans l'inconscient collectif, nous les humains, et même les animaux, on sent qu'il y a un risque de danger de mort. Et personne ne peut vraiment être, on sent consciemment ou inconsciemment, hein, et personne ne peut vraiment être décontracté, en ouverture, en créativité, quand on sent le danger de mort. Enfin, on peut l'être, mais moins. La fameuse pyramide des besoins de Maslow. La base de la pyramide, c'est la sécurité. Si on ne satisfait pas le besoin de sécurité, les autres besoins, ils ne pourront pas vraiment être satisfaits, ou alors ils ne pourront pas tenir. Et on a un besoin de sécurité parce qu'on le sait. Ça fait 40 ans qu'on nous le dit, mais on fait la sourde oreille. Mais qu'il va falloir changer. Alors pourquoi les gens ne changent pas ? Parce qu'il va falloir changer les habitudes, parce qu'il va falloir changer notre façon de percevoir le monde, puis il va falloir se dire que ça y est, on y est, ça ne sera plus jamais comme avant. Et ça demande de traverser les 5 phases de deuil de Kubler-Ross. C'est dans un premier temps le déni, au départ on est dans le déni, non, il y avait les climato-sceptiques, non mais ça va passer, puis il y aura des solutions technologiques, et puis c'est pas l'homme qui est à l'origine de ça, etc. Puis maintenant on sait que c'est pas vrai. Puis on l'a vu cet été, hein, Nicolas Hulot il l'a dit, hein. Oh, il y en a eu des phénomènes climatiques, jamais autant. Les années les plus chaudes de la planète, elles se succèdent les unes après les autres, quoi. On y est, ça y est. Donc on peut plus être dans le déni. La phase suivante, c'est la colère. Trouver un coupable. Ah, c'est salaud homme politique, c'est multinational. Moi, j'essaie d'éviter parce que ça pourrait être facile de rester dedans. Ok, bon, peut-être. Mais une fois qu'on a dit ça, quelle est la phase suivante ? La phase suivante, c'est la peur. Parce que là, on commence à avoir peur. Là, on commence à se dire, non, c'est du sérieux. Parce que Nicolas Hulot, quand il avait des trémolos dans la voix et quand il a démissionné, il l'a enfin dit. C'est la première fois qu'un ministre le disait comme ça, devant les gens. On est en danger. On a passé le moment où on se dira on va essayer de revenir avant, on ne reviendra pas avant, on est déjà après, déjà les choses ont changé.
On est passé le stade où on dira il n'y aura pas d'effet secondaire. Même si on a un peu déconné, on va s'en tirer, puis on ne sortira pas. Si, on est dans la phase où il y aura maintenant des effets secondaires pour nos enfants, nos petits-enfants. La seule chose qu'on pourrait essayer de faire maintenant, c'est essayer de limiter les effets secondaires. Donc on est dans la peur, effectivement. Et après la peur, une fois qu'on va dépasser ça, on sera dans la tristesse. Oh, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a laissé à nos enfants? Honte à nous. Enfin, c'est terrible, quoi. La beauté que ça avait, puis comme ça a été détruit. Et après, il y aura la dernière phase de deuil qui est de reprendre une vie, de, comment dirais-je, intégrer et de créer quelque chose d'autre. Mais ça, chaque phase, elle peut nous limiter parce que quand on est dans le déni, la colère, la peur ou la tristesse, on n'a pas forcément des réactions constructives, adaptées. Ça ne nous donne pas forcément des solutions bienveillantes et intelligentes et suffisamment créatives. Donc on a cette prise de conscience à faire. Vraiment, c'est très important. Et croyez-moi que les hommes politiques ou les gens qui maintiennent le système à leur profit, ils vont tout faire pour qu'on n'ait pas cette conscience. Parce qu'il y a encore des bénéfices à faire. C'est comme le Titanic, le bateau coule, mais il y en a, au moment où il coule, ils vont quand même chercher leur lingot d'or, ils veulent le ramener dans la barque. Mais ils meurent avec, mais ils ne voulaient pas lâcher leur or, quoi. C'est terrible. Mais ils veulent nous emmener au fond. Tant qu'il y a des opportunités à faire, jusqu'au dernier moment, ils appellent ça business as usual. On va faire comme si de rien n'était, on va continuer les affaires. Il y aura toujours ça à prendre avant que ça s'effondre. Mais non, les gars, vous avez des enfants et des petits-enfants, même les idiots utiles du capitalisme, c'est-à-dire les gens qui n'en touchent pas directement les bénéfices, genre les journalistes qui n'arrêtent pas de maintenir le modèle mainstream en disant il n'y a que cette solution, sinon c'est le communisme, etc., etc. Pourtant, ils ne s'enrichissent pas, donc ils sont un peu idiots. Les économistes, qui en tant qu'experts, interviennent pour dire non, there is no alternative, il n'y a que le capitalisme. Ils n'en bénéficient pas trop. Bon, ils en bénéficient parce qu'ils sont invités à la télé, puis ils ont des subventions peut-être, mais enfin, c'est pas eux qui s'enrichissent le plus. Donc, il y a un moment donné, ils cherchent quand même à nous distraire. Les événements sportifs, il y a quand même une Coupe du Monde tous les 4 ans, une Coupe d'Europe tous les 4 ans, donc ça fait tous les 2 ans, il y a un grand truc de foot. Puis comme il y a les qualifications, on est toujours devant, quoi. Ou quand je regarde à la télé, je peux même plus regarder, quand je vois les spectacles abrutissants, enfin tout le monde le dit, mais c'est vrai. Mais tout ça pour nous faire croire que, non, il y a des choses intéressantes. Regardez, c'est par là-bas que ça se passe. Oubliez la mort programmée. Oubliez les inégalités qui se creusent. Oubliez le fait qu'on est comme dans Matrix. C'est-à-dire pendant que vous êtes dans la matrice, qu'il y a des lignes de programme qui vous font voir des choses, il y a des machines qui vous pompent l'énergie comme ça, qui servent de vous. Vous en rendez pas compte, il faudrait enlever le truc qu'il y a derrière, puis on voit les machines qui sont là, puis nous qui sommes oppressés par les machines. Donc il y a quand même un grand sursaut à avoir. C'est très important ça. Le capitalisme, il s'exprime par 2 façons. Il y a l'expropriation, donc je veux dire comment on a exproprié les paysans de leurs terres dans les mouvements des enclosures, on met des barrières et puis on privatise les terres. C'est plus d'usage banal, c'est plus d'usage commun, et ça appartient maintenant à la propriété privée, puis les grands propriétaires ensuite qui vont confisquer toutes les terres. Donc il y a eu l'expropriation en Europe, en Angleterre par exemple au 19e siècle, des paysans qui sont ensuite allés dans les villes. Dans les villes, ils n'avaient pas de travail, donc ils étaient dans des bidonvilles, ou alors ils étaient exploités. C'était super pour les propriétaires des grandes usines, parce que ces pauvres types qui venaient des campagnes, ils étaient prêts à tout, quoi. Donc on pouvait les payer rien, quoi, juste de quoi survivre pour pouvoir aller travailler, quoi. On a fait la même chose dans les pays pauvres, l'Europe et l'Afrique par exemple. Ils ont exproprié les terres, ils ont utilisé les ressources premières, et ils ont utilisé ensuite des pauvres gens, et ils se sont enrichis avec, et maintenant, ils s'étonnent que, comme les paysans allaient dans les villes au moment des enclosures, les migrants, ils viennent en Europe, puisqu'on leur a tout pris, quoi, je veux dire. Et on pense en termes de solutions, de genre, qu'est-ce qu'on va en faire? Il faut les rejeter, les acter. Attends, il faudrait peut-être arrêter d'exploiter leur économie, il faudrait peut-être leur permettre d'avoir des infrastructures, leur permettre de vivre. Parce que comme ça, ils ne viendraient pas chez nous. Ils ne sont pas bêtes, et s'ils sont bien chez eux, il n'y a pas de raison qu'ils viennent chez nous. Je veux dire, il n'y a pas 1 million de Français qui quittent la France pour aller en Afrique, pour l'instant. Enfin, pour l'instant, parce que... donc, je parlais de ce mouvement capitaliste, l'expropriation, mais c'est aussi de l'exploitation, le capitalisme. C'est comment on utilise la force de travail des gens, comment on les met dans des situations précaires pour qu'ils n'aient pas la possibilité de trop négocier. C'est pour ça que le chômage, c'est génial. Parce que quand un ouvrier, il y a du chômage, il ne peut pas trop négocier. S'il y en avait partout du travail, il ne peut dire non, ça ne me plaît pas, je vais aller voir ailleurs. Mais le capitalisme, le travail, c'est pas du tout la vision humaniste où le travail, c'est bien pour se sentir utile, donner du sens à sa vie,
s'épanouir, exprimer vraiment l'essence de ce qu'on est, être enthousiaste, jubilé d'aller au travail. C'est-à-dire ce qui serait possible si notamment on mettait en place le revenu universel, où chacun enfin délibéré de la peur et de la contrainte pourrait dire, entre guillemets, pas merde, mais à certains patrons ou à certaines façons de fonctionner au travail, et créer leur propre façon de travail, leurs propres horaires, et donner le mieux de ce qu'ils ont, parce que les gens ne vont pas s'arrêter de travailler, ça c'est un gros truc mis en avant par les néolibéraux. Si on ne les paye pas, comme les gens sont des feignants, des cyniques, des profiteurs, ils ne vont rien faire. Toujours la fameuse culpabilisation, un autre outil des néolibéraux. S'il y a du chômage, c'est de votre faute. Vous n'avez qu'à vous être plus mobile, vous avez qu'à accepter des trucs n'importe où, n'importe comment. Vous êtes jardinier, vous n'avez qu'à aller travailler dans un café, disait Macron, un jeune ce week-end. Comme si c'était la même chose, comme si le type il a choisi d'être jardinier, de travailler avec la terre, la nature, tu vois, pour se foutre en ville et travailler à être exploité avec des horaires pas possibles, des salaires pas possibles. C'est n'importe quoi. C'est bien la vision de l'homme du capitalisme, et on exploite, on prend le maximum et on ne se demande pas ce que ça fait ni aux gens, ni à l'environnement. On ne leur demande pas leur avis aux gens. Or, l'économie, c'est un choix politique. L'économie, le choix politique la politique, le choix qu'elle a à faire, c'est on va défendre les intérêts de qui? De quelle classe? Et comment on va gérer les conflits entre les intérêts des différentes classes? On peut très bien choisir de favoriser la classe des travailleurs et d'obliger la classe des exploiteurs ou des gens qui ont les capitaux à faire profit bas et à plus donner. Il y a une époque, c'était 70% des bénéfices qui tombaient dans les impôts aux États-Unis, 70%. Les gens, ils payaient, les riches, ils payaient, ils disaient rien à redire. Maintenant, c'est un scandale, c'est 50%. Il faut vraiment défiscaliser, flat tax, suppression de l'impôt sur la fortune. On ne va pas chercher l'évasion fiscale. En tout cas, si, on va chercher genre, le site Le Bon Coin, c'est pour les petites gens. Par contre, l'évasion fiscale des riches, personne ne va vraiment lutter contre. Enfin voilà, donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le capitalisme, c'est vrai qu'il se base aussi sur l'exploitation de la force de travail. Et donc, on se doit, collectivement, les citoyens, les hommes politiques, pas le monde de la finance, il ne va pas le faire tout de suite, il sera contraint celui-là. Sinon, de lui-même, il va très bien, il se nourrit très bien de lui-même. On va être vraiment obligé de demander à ce que l'économie soit au service du bien-être de la majorité des gens. Et non pas au service d'un petit nombre de gens qui s'enrichissent de plus en plus en ignorant complètement leurs responsabilités vis-à-vis des autres et de l'environnement. Mais ce que je voulais surtout dire, et c'est ça aussi en tant que psy, c'est que moi j'ai beaucoup travaillé sur la conscience. On pourrait dire que la conscience c'est la constituante de base de l'univers. Celle qui crée les mouvements d'énergie, qui ordonne des formes, qui fait et défait la vie. La conscience est première, l'énergie et la matière sont secondes. Enfin ça, maintenant il y a beaucoup de physiciens quantiques, d'astrophysiciens, de spécialistes des sciences de la conscience qui le disent. Voilà. Elle est partout, elle est même dans les particules subatomiques. J'ai écrit un livre avec Emmanuel Ransford qui s'appelle L'homme quantique. Et, le panpsychisme, c'est une philosophie qui maintenant est beaucoup utilisée dans la science quantique, qui dit que la conscience est partout. Comme il y a des gouttelettes de protoconscience dans les particules subatomiques qui font que les particules subatomiques sont capables de décision par rapport au contexte dans lequel elles sont placées, elles vont réagir d'une façon ou d'une autre. Et c'est cette conscience présente même dès la particule qui explique les particularités, sinon complètement bizarres, du monde subatomique, quoi. La fameuse intrication quantique, la fameuse dualité onde-particule, le phénomène d'oscillation, la conscience de l'observateur qui modifie l'observation. Enfin, il y a plein de choses dans la physique quantique qui sont incompréhensibles, sauf si on se dit qu'il y a de la conscience dès la particule. Et que la conscience imprègne le monde, et qu'évidemment, il y a des consciences plus ou moins grandes et plus ou moins liées entre elles, qui font que, évidemment, la conscience d'une particule subatomique, une gouttelette de protoconscience, ne va pas être aussi forte que la conscience d'un animal ou que la conscience d'un humain, etc. Mais la conscience imprègne tout le monde et tout est relié par cette conscience. Et c'est cette conscience qui nous fait sentir au fond du cœur que le sort des autres est important pour nous. Et que moi c'est toi et toi c'est moi. Et que ce que je fais à moi, je le fais aux autres. Et c'est cette conscience qui est présente chez les végétaux. Il y a eu plein d'études. Les forêts, les plantes, les animaux. Il y a eu plein d'études sur la conscience chez les animaux. Je ne vais pas citer tous les auteurs, mais bon. Et puis chez l'homme, évidemment. Et puis dans la matière. Donc, et puis probablement dans l'univers. L'univers est une grande conscience en expansion. Une intelligence qui se déploie et qui a une finalité.
Donc cette conscience qui est comme un ascenseur qui relie tous les étages, de la plus petite microparticule à la galaxie ou au-delà des galaxies, des mondes visibles au monde invisible, et ben, c'est cette conscience-là qui explique qu'au fond de nous, on a des qualités qui sont innées dès notre naissance et qui parfois peuvent être abîmées par la vie, recouvertes de souffrance, de peur et de méfiance par les conditionnements de la vie. Mais cette conscience, elle explique que tant chez les plantes que chez les animaux que chez les humains, les lois principales, c'est l'entraide, la solidarité, l'altruisme, la compassion, la générosité, la gentillesse, la bonté. Et j'en oublie certainement, mais tous ces domaines-là, il y a eu plein de livres qui ont été écrits. Je pourrais donner la bibliographie, si ceux qui s'intéressent, s'il y a des discussions au sommet de la conscience, ou s'il y a des gens qui ensuite me joignent suite à cette vidéo, je pourrais envoyer par mail avec grand plaisir la bibliographie. C'est des livres qui sont en français maintenant, qui ont été traduits ou qui ont été écrits par des Français. Et l'empathie aussi, j'ai oublié, l'empathie, l'altruisme. Et on est fait de ça. Donc on le sent qu'on est en porte-à-faux entre le modèle de l'homo economicus, du capitalisme et du néolibéralisme, qui nous dit « l'homme est un loup pour l'homme ». Interprétation fausse de Darwin, parce que Darwin n'a jamais dit ça, c'est Spencer qui a interprété Darwin comme ça. L'homme est un loup pour l'homme et seuls les plus forts et qui sont prêts à écraser les autres vont survivre et seront sélectionnés pour ensuite continuer la race. Faux, complètement faux. Chez les plantes, comme chez les animaux, comme chez les humains, et chez les bactéries aussi, la coopération, la solidarité, l'entraide, c'est ce qui explique le mieux pourquoi des sociétés survivent ou ne survivent pas. Et on le sent dans notre cœur que le modèle de l'homo economicus qui dit l'homme est un être uniquement rationnel, préoccupé par son seul profit, égoïste, et finalement n'en a rien à faire des autres et prônant le chacun pour soi. Eh bien c'est faux. On a à cœur de créer une société plus généreuse, plus juste. On le sait. Les enfants, avant qu'ils soient conditionnés ou traumatisés, ils ont un grand cœur incroyable. Il y a eu plein d'études en laboratoire d'observation des comportements des enfants. Ben avant 3 ans, ils sont tous altruistes, généreux et empathiques. Après, ça peut changer parce qu'il peut y avoir des souffrances et les parents et eux-mêmes ayant été conditionnés par la société et les peurs et les divisions et les séparations et la méfiance vis-à-vis d'autrui peuvent avoir communiqué des valeurs autres. Mais les enfants sont bons de cœur. Les animaux, notamment les colonies de singes et toutes les races de singes sont très dans l'entraide et altruistes et capables d'empathie et d'émotion, etc. Entre eux et interespèces, même pour d'autres animaux. On voit souvent sur Internet maintenant des petites vidéos où un chat va sauver un chien ou un perroquet sauve une souris. Enfin, on dit, mais c'est incroyable, quoi. Je veux dire, on nous avait dit que c'était seul l'homme était conscient et tout le reste, un peu, c'est de la matière qu'on peut exploiter, quoi. Genre L421, ce qu'ils ont montré dans les abattoirs, quoi. On peut écarteler des animaux encore vivants, hein, on peut, alors qu'ils n'ont même pas été anesthésiés ou étourdis, on peut les écorcher vifs, enfin tout ça, c'est normal, hein, ils n'ont pas de conscience. Et si. Et là, on est en train de s'en rendre compte et on est en train de dire non, pas de spécisme. Il n'y a pas une espèce qui vaut la peine de vivre et puis d'être traitée à peu près. Et encore, entre eux, ils ne se traitent pas trop empathiquement, justement dans le capitalisme. Mais enfin, et puis les autres, non, on peut y aller, hein, les animaux, c'est une sous-espèce. Non. On a tous à cœur de vivre le triptyque égalité, fraternité et liberté, qui est la devise de la nation française, mais qui est aussi celle de la conscience. On est tous égaux en conscience. Notre conscience nous rend libres, sauf si elle est aliénée par des forces extérieures. Mais même elle peut rester libre. Genre Mandela, qui est resté libre à l'intérieur de lui-même, alors qu'il était dans des geôles pendant, je sais plus, 20 ans, 25 ans, et qu'il aurait pu vouloir se venger, plein de haine. Eh bien non, sa conscience était restée libre. Il ne s'est jamais humilié. Lui-même. Il dit on ne peut pas nous humilier plus que ce qu'on s'humilie soi-même. Donc personne n'a pu l'humilier. Parce qu'il est resté dans sa conscience. Et quand il arrive au pouvoir, il ne s'est pas vengé. Il a inclus tout le monde. Donc liberté, égalité, fraternité. Je disais la conscience, on en a tous, on le sent. On sent qu'on est des êtres de conscience faits de la même substance immatérielle mais très puissante et très précieuse. Et on sent que quand on fait du mal à quelqu'un, il y a une partie de nous, sauf si on est devenu vraiment un gros psychopathe,
mais qui réagit, et c'est pas seulement la morale chrétienne, c'est vraiment parce qu'on a une conscience. Tu es en train de te faire du mal. Lui, c'est toi, et toi, c'est lui. Et donc, on sent qu'on n'est pas cet homo economicus qui, une fois qu'il aura retiré ses billes, fait son petit marché, et ben il va complètement se désintéresser du sort de ses semblables, et si les autres meurent, c'est pas grave. C'est pas vrai. Donc on nous propose une image de nous-mêmes qui est violente, qui est fausse. Et les hommes politiques et le système capitaliste ne pourra pas persister, parce qu'un jour, comme dans le conte de l'empereur est nu, le roi est nu, il y a un enfant qui voit le roi est nu, et là tout le monde se rend compte qu'il n'y avait pas d'habit, quoi. Et là on est en train de se rendre compte, à mon avis, là c'est en train de se faire, qu'on nous a menti, que le coût de la croissance, du PIB, de la dette, ça ne va jamais rien résoudre, que c'est pas en faisant plus de ce qui nous a fait du mal qu'on va aller mieux. Ce que nous propose l'homme politique, il faut faire plus de recettes, plus d'économies, plus serrer ceci, nanana, et puis ça va toujours plus mal. Donc non, on est en train de se réveiller. Et on est en train peut-être d'exiger enfin des solutions plus pacifiques de vie entre nous, plus aimantes, on va dire directement, pourquoi pas. Et c'est tout ce qu'on appelle les approches par le bas. Rob Hopkins, qui a créé le mouvement des villes en transition, qui a écrit un livre qui s'appelle « Il change le monde ». C'est tout retour au local, retour à des choses de petite taille, où les gens créent une vraie démocratie directe et participative. C'est-à-dire, comme ils sont dans des structures d'assez petite taille, où il y a un feedback à court terme sur ce qui se passe, ils peuvent participer en direct, en continu, à non seulement l'application des règles et de la gouvernance du système dans lequel ils sont, mais aussi à la praxis instituante, c'est-à-dire la création des règles. Et la philosophie de base de ces choses-là, c'est on n'obéit pas à une décision ou on n'obéit pas à une règle pour laquelle on n'a pas nous-mêmes participé à la décision. Donc on n'est plus dans l'obéissance verticale à une hiérarchie qui ignore tout des réalités du terrain et qui va défendre les intérêts des multinationales, enfin des gros aux dépens des petits. On en est à créer des commerces, ou des activités sociales, des activités de services locales, avec un argent local, qui ne peut pas s'échapper dans l'évasion fiscale, avec une démocratie participative, où chacun participe à l'édification du système, et avec une diversité. On ne fait plus tout de la même chose, mais on cultive, par exemple, dans la permaculture, plein d'espèces qui s'entraînent entre elles. Ou ça peut être plein de monnaies dans l'économie qui ont des fonctions différentes qui s'entraident entre elles. On n'est plus dans le monopole de certains oligarques qui exploitent à leur profit, et il n'y a rien pour le local, quoi. Donc il y a ça, ce système-là, et puis la modularité, ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire que tous les œufs ne doivent pas être mis dans le même panier. Comme ça, s'il y a un système qui vient déficient ou en difficulté, choc pétrolier, crise économique, etc., les autres systèmes mis en place peuvent aider l'économie à rester résiliente. Enfin, il y a plein de principes comme ça qui se font. Il y a même un livre il s'appelle Bénédicte Magnier, qui s'appelle 1 million de révolutions tranquilles. Donc on en est vraiment dans des petites révolutions. Parce que le principe, c'est attendez pas de l'État. L'État, il va pas assez faire ou il va faire trop tard. Bien sûr, vous avez des petits gestes à faire en individuel, mais ne faites pas seulement en individuel, parce que ce ne sera pas assez. Créez des petits groupes. Agissez ensemble, en créant un petit groupe d'intérêt dans votre environnement immédiat pour une petite action. C'est des petits pas. Mais ces petits pas-là, ces petites actions, elles vont changer l'état d'esprit des gens. Elles vont changer le mode d'être en relation. Elles vont changer les valeurs. Au lieu des consommateurs qui attendons passivement, au lieu des électeurs qui attendons passivement, qu'on nous propose un programme qui sera de toute façon un parti politique, c'est-à-dire un parti, ça va être coupé. Or, la conscience, elle ne connaît pas les clivages, elle ne connaît pas la division. Elle cherche à tout intégrer. Or, c'est terrible, on nous propose des partis. C'est-à-dire, on nous propose de prendre parti pour justement un parti, donc contre les autres. Et comment on va arriver à une solution ? Quand on voit que par exemple Macron, il a été justement avec son système de parti mis en place par un faible pourcentage de gens au premier tour, puis au deuxième tour, c'était contre Marine Le Pen, donc il ne représente pas du tout les 80% restants, quoi. Donc on vote, on est dans un système où on vote pour des gens il y a peu de chances qu'ils nous représentent, il y a peu de chances qu'ils nous conviennent.
En tout cas, ils vont pas convenir à la majorité, mais c'est une folie. Alors qu'il faudrait évidemment un système de fédération où des petites structures locales envoient des représentants qui eux discutent entre eux, etc., des conseils de sages, mais pas des hommes politiques professionnels qui sont intéressés uniquement par leur carrière et qui vont ensuite, dans une démocratie représentative, une fois qu'on leur a donné le pouvoir, faire tout ce qu'ils veulent, par ordonnance certains, mais en tout cas décider qu'ils savent mieux que tout le monde qu'est-ce qui est bon pour tout le monde, et qui vont pouvoir décider sans plus faire appel à l'intelligence collective. Non, ce qui est terrible là-dedans, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que pour créer le monde nouveau, pour sortir du capitalisme et du libéralisme, en fait, on ne sait pas forcément ce qu'il faut faire. Et c'est pas grave. Jean Ziegler, il dit, quand il y a eu la Révolution française, si on avait demandé à un citoyen qui montait vers la Bastille, alors c'est quoi le programme? Ils auraient dit, j'en sais rien. Il y en a marre, on n'en peut plus, on va changer les choses, mais on va déjà à Bastille. Il n'y en a aucun qui vous a dit, eh bien vous savez pourquoi on fait ça? Parce qu'en 1793, dans 4 ans, il va y avoir la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et je peux vous dire ce que ce sera. Ah non, aucun ne pouvait anticiper. Ça se fait en marchant. Alors, pitié, quand je dis en marchant, c'est pas en marche. Hein. Ça se fait en marchant, ça se fait dans l'action collective, engagée. Ça se fait en utilisant l'intelligence collective. Donc des petits programmes, des petites structures, de la micro-politique, de toutes ces petites activités, ces initiatives locales qui peuvent se fédérer, qui peuvent donner des idées à des projets un peu plus, peut-être un peu moins locaux, mais toujours quand même, où chacun participe activement à l'élaboration, au suivi. En politique, ce seraient des hommes politiques qui ne seraient pas des professionnels politiques, qui seraient tirés au sort parmi des gens qui ne souhaiteraient pas faire carrière avec la politique, qui savent qu'ils ne feront qu'un mandat, que même pendant leur mandat, ils peuvent être révocables, en tout cas surveillés, est-ce qu'ils appliquent bien pour le bien public, et est-ce qu'ils sont assez souples pour tenir compte des évolutions de la société ou des demandes des gens, ou pas. Donc il faudrait une sorte de système qui soit perméable à la conscience, perméable aux besoins réels des gens, et pas une grosse structure, une fois qu'on a voté, ça y est, c'est bon, maintenant chacun fait ce qu'il veut et pense à la prochaine réélection. Donc il y a... Je donne des exemples comme ça, mais c'est peut-être pas le fond de mon intervention aujourd'hui. Le fond de mon intervention, c'est on ne pourra pas s'en sortir avec le capitalisme. Cherchez pas, votez pas dans 3 ans, par exemple en France ou dans un autre pays, votez pas pour un homme politique qui ne vous propose pas une refonte complète de la Constitution, qui ne vous propose pas complètement de sortir du capitalisme et du libéralisme. Vous pourrez bien voter pour lui, ça ne changera rien. Sinon que ça va retarder encore la véritable lutte contre les dangers climatiques, bien sûr, voilà. Ça sera vraiment du temps perdu. On ne peut plus se permettre d'en perdre du temps, c'est plus possible. S'il n'y a pas... Nicolas Hulot disait, normalement, le ministère de l'écologie, c'est celui sous la coupe duquel devraient passer les autres ministères, Bercy. Alors comment on répartit nos investissements? Est-ce qu'on a fait suffisamment d'investissements justement écologiques pour les énergies propres ou pas? Ou est-ce qu'on va arrêter d'investir pour des énergies sales, notamment? Le ministère de l'Agriculture, est-ce qu'on va continuer à mettre des intrants polluants, des pesticides, certains engrais qui tuent les sols? Ou est-ce que non, on va faire de la permaculture, de l'agro-bioécologie, etc. Et les gens, ils devraient venir se mettre sous l'égide du ministère de l'écologie. Mais c'est l'inverse qui se passe. Ils ont la priorité, puis l'écologie dit « Je peux, s'il vous plaît, le glyphosate, vu que ça nous empoisonne, que c'est reconnu, on peut n'empoisonner les gens qu'encore 3 ou 5 ans ?» T'imagines si chaque matin je t'apportais ton café et que je te mette un toxique dedans, et que je te demande comme la permission de le maintenir les 3 ans encore, le toxique. Je suis sympa, à côté, dans le service d'à côté, ils le maintiennent 5 ans. Tu vas me dire « Tu sais quoi ton café ?» Puis tu me l'envoies à la tête et puis tu vas pas te laisser faire. T'es un malade. Tu me dirais, c'est un malade, quoi. Mais on va t'enfermer. Mais là, les mecs, non. Allez, on est content, hein, c'est super ce qu'on a fait. On a réussi à obtenir qu'on vous empoisonne que 3 ans, mais que, hein. Ah, super. Ah bon, c'est bien, on a de la chance. Hein. Non, mais on en est venu à accepter ça. Je ne sais pas comment sera l'évolution ou la révolution. Moi, je souhaite qu'elle soit tranquille, comme un livre le disait, où il y a un accroissement de confiance, c'est-à-dire de plus en plus de force venant du bas,
Le mouvement des communs aussi de Dardot et Laval, c'est intéressant ce qu'ils disent dans leur livre, les communs. Parce que c'est pas seulement un mouvement citoyen qui monte depuis le bas, c'est aussi dans le milieu du travail, dans les rapports de force, dans la lutte des classes qui existe bel et bien encore, instituer un mode de production et de consommation où la propriété ne soit plus le plus important. Mais la co-gouvernance et les gens qui justement établissent là aussi des règles ensemble pour gérer ensemble des ressources communes. Et ça ne serait plus du tout les mêmes rapports de force et d'exploitation. Enfin, en tout cas, c'est une solution qui ne se contente pas de renforcer le pôle citoyen pour qu'il fasse pression sur le monde politique, mais à l'intérieur du monde du travail et dans le monde politique, présente un nouveau modèle. Alors, je propose aux gens de le lire parce que c'est un bouquin qui est gros et qui est assez complexe, mais qui est complètement révolutionnaire sur la façon de penser le monde. Et les solutions existent. Elles n'attendent que vous, mais il faut alors à ce moment-là plus aller voter aux prochaines élections. Parce que tant que vous voterez pour des gens qu'on vous présentera, ben ça continuera. Le jour où vous direz « Ah non, on vote pas cette année, il n'y a personne qui nous convient ». Oui, il y a des variantes. Alors il y a la variante libérale, enfin la variante de droite, de néolibéralisme, il y a la variante de gauche, du néolibéralisme, mais ni l'un ni l'autre nous intéresse. Bon, parce que même, le problème, c'est que même des mouvements comme les Insoumis ou le nouveau parti anticapitaliste, NPA, de Besancenot et Poutou, etc., c'est génial parce qu'ils ont vraiment des idées beaucoup plus égalitaristes, il y a de la redistribution, il y a une planification écologique. Mais même eux, le problème, c'est qu'ils restent dans un modèle de croissance. Ils ne remettent pas en cause le modèle de la croissance. C'est-à-dire que même pour eux, s'il y a une relance, la richesse va profiter à tout le monde, du coup, pas plus qu'aux riches, etc. Mais ça sera toujours pour faire augmenter la croissance comme l'économie. Donc il n'y a pas encore une pensée vraiment complète dans laquelle l'écologie soit au centre. Mais bien sûr, comme une marguerite, l'écologie au centre, c'est-à-dire la conscience au centre, parce que ça se tient. Si on est dans l'écologie, la vraie, on est dans la conscience. Si on est dans la conscience, on ne peut pas ignorer ce qu'autour de nous. Ni les souffrances humaines ou animales ou terrestres, c'est pas possible. Donc si on est dans la vraie écologie, c'est le centre de la marguerite, le cœur de la marguerite. Et les pétales, c'est les différents domaines où ça doit s'appliquer. Domaine de l'économie, de la politique, de la médecine, de l'éducation, de l'art même, etc. Parce que la façon de traiter la terre dans l'agriculture, la façon de traiter les enfants dans l'éducation, la façon de traiter le corps dans la médecine, c'est les mêmes principes centraux qui sont importants. Est-ce qu'on va être dans la coopération, dans utiliser l'intelligence du vivant, traiter les choses avec amour, ou exploiter, faire une logique de guerre, de compétition, de confrontation? Donc la conscience, elle nous dit, bien sûr que la coopération, c'est 1 milliard de fois supérieur à la compétition. Mais bien sûr, il ne reste plus qu'à l'écouter et la mettre en pratique. Moi, ce que j'aime bien dans la société actuelle, c'est que, alors ça ne va pas suffire, mais c'est important, c'est que comme il y a plein de techniques d'augmentation de la conscience, augmentation de la conscience de la nature, le chamanisme ou le néo-chamanisme, augmentation de la conscience de l'intelligence du corps, toutes les thérapies corporelles qui font appel à la conscience du corps, par exemple le Tipeee, pour ne citer que celui-là, et puis aussi toutes les thérapies de la conscience plus globale, le mindfulness, on est surtout une conscience, en fait, dans un corps, qui lui-même a une conscience. Et puis yoga, enfin tout ce qui va favoriser la prise de conscience que tout est sacré, y compris le corps, et qui peut mener la conscience du corps peut se mêler à la conscience de l'âme, et conscience, moi j'appelle ça conscience ascendante et conscience descendante. Dans la matière et la conscience, elles se lient entre elles. Chaque cellule, la conscience, chaque cellule se lie à la conscience dans chaque organe, qui lui-même se lie à la conscience du corps. Et l'âme, qui est une conscience désincarnée au départ, mais qui se lie à la conscience du corps comme un cavalier sur son cheval dans Avatar, et il se lie par un petit... je ne sais pas si tu as déjà vu Avatar, il se lie par une petite tresse et puis il communique comme ça de conscience. Notre âme et notre corps, c'est pareil. Il y a plein de techniques qui vont nous faire prendre conscience que tout est conscient et que tout est relié du coup. Mais ça ne suffira peut-être pas. Parce qu'il y en a qui disent, Gandhi, je ne sais plus si c'est Gandhi qui disait ça, il disait « changez l'intérieur et vous changerez le monde. Les changements que j'introduis en moi, ils se répercuteront dans le monde. » Et ça, c'est souvent opposé à « non, il faut changer le monde », c'est-à-dire le militantisme, l'engagement politique, écologique. Eh bien, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux.
C'est-à-dire, ouais, se changer soi, c'est très bien, parce qu'on va forcément avoir des idées plus créatives et plus pacifiques. On va savoir parler aux gens différemment, on va consommer différemment, on va plus être blousé par la publicité qui nous fait avaler n'importe quel produit toxique pourvu que ça rapporte à ceux qui le produisent. Non, on va être plus conscient, c'est sûr, ça va changer les choses, mais ça ne suffit pas. Rob Hopkins, dans son mouvement, justement par le bas, de citoyens, il dit, le chaînon manquant, celui qui est le plus important, c'est se regrouper, commencer à agir ensemble. C'est-à-dire pas être tout seul, ouais super, j'ai amélioré ma conscience, je trie mes déchets, je fais attention, j'ai amélioré la qualité énergétique de ma maison, je prends plus l'avion, super. Ou alors non, je vais faire de la politique pour ceci, mais je suis tellement déçu. Peut-être fais de la politique, mais ça ne va pas bouger beaucoup. S'il n'y a pas le chaînon intermédiaire qui est, on commence à faire une petite action, ce qui nous enthousiaste, ce qui nous semble faisable, en mobilisant 2-3 voisins. C'est là la clé. Parce que ça peut faire taille d'huile, ça peut donner des idées, les enthousiasmes se génèrent, les créativités se mélangent, et la presse s'en mêle, les politiques locaux commencent à dire ah ben non, c'est intéressant ce qu'ils font, vu que tout le monde en parle, maintenant on va leur donner des petites subventions, ou en tout cas on va se montrer, on va leur prêter une salle pour qu'ils fassent une intervention, etc. Et du coup, s'il y a les plus de locaux qui commencent à faire, même au niveau régional, même au niveau national, les gens pensent ah ben il faut en prendre compte. Mais c'est vraiment ça la clé, c'est commencer à se relier les uns aux autres. Et on a des familles de conscience. Les gens ils seront plus intéressés par faire des jardins collectifs, d'autres réparer des objets collectivement, plutôt que de les jeter, qu'il y ait du gâchis, puis des ressources inexploitées. D'autres, ça va être créer une monnaie locale, d'autres, peu importe, ou créer un système d'échange local, ou du troc, peu importe ce que c'est. L'important, c'est que ça vous plaise et que vous trouviez des gens de votre famille d'âme qui ont envie de faire ça avec vous et dire oh, ben, on change un peu le monde, notre façon. Et ce serait moins dans une des 5 phases du deuil, c'est-à-dire déni, colère, peur, tristesse. Parce que là, les âmes se liant, les consciences se liant, il y a une force qui va s'en dégager. Et cette force, elle va faire quelque chose d'elle-même. La conscience aime la conscience attire la conscience. Quand une conscience se réveille, elle en allume en même temps qu'une autre, comme une bougie, qui allume une bougie, qui allume une autre bougie, qui allume une autre bougie. Et c'est magique. Mais il faut lancer quelque chose. Parce que se plaindre tout seul dans son coin, ça sert à rien. Penser à sa pomme en disant moi je trie mes déchets, c'est super, merci, mais c'est pas assez. Aller voter pour un homme politique, Macron était censé dire make the planet great again, car il n'y a que deux, d'ailleurs il imitait quelqu'un. Il n'y a pas un plan B et un plan A, il n'y a qu'un plan A. Puis Total, justement Total, la compagnie Total et l'huile de palme, mais bref, il fait certainement pas mieux que les autres.